Un informaticien qui révolutionne la sociologie. Bon Dieu, comment est-ce possible? Oui, ça tient évidemment un peu de la provocation. Le titre a ambitieux, en tout cas. Le titre a un caractère provoquant, ça c'est très clair. Mais en fait, je pense que je viens surtout de la physique des systèmes complexes. L'informatique a apporté beaucoup de choses à la physique des systèmes complexes, et la société est un système complexe. Et le point de départ, la question, c'était de se demander si ce que j'avais appris de la physique des systèmes complexes par le biais, si vous voulez, des modélisations informatiques, pouvait s'appliquer aussi à la sociologie. Ça, c'est vraiment le point de départ, oui. Il y a un élément clé dans votre approche, c'est le réductionnisme. Tout à fait. Je crois que c'est un point central. Tout à fait. Mais c'est assez étonnant parce que, en fait, ce qui a motivé ce travail, ce livre, c'est que il y a un acte de naissance de la sociologie. Si vous prenez les livres fondateurs, ceux de Durkheim et d'Auguste Comte, vous voyez qu'en fait, le questionnement, c'est le questionnement du réductionnisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer une science du tout social qui est presque indépendant, presque émancipée par rapport à la psychologie, c'est-à-dire par rapport au comportement des individus. Et il y a une vraie interrogation philosophique chez ces auteurs. Les deux ne sont pas forcément d'accord, d'ailleurs. Non, ils ne sont pas d'accord. Celui qui m'a sans doute le plus inspiré, c'est Durkheim, parce que Durkheim se sert d'ailleurs des sciences de la biologie, et il dit d'ailleurs, je reprends cette citation dans mon livre, il dit « l'eau doit pouvoir, ou la vie doivent pouvoir s'expliquer indépendamment du comportement des molécules ». Donc en fait, Durkheim, les molécules qui constituent le vivant, les molécules carbone qui constituent le vivant. Et donc Durkheim imagine qu'il existe un tout qui s'émancipe, qui est le vivant, qui s'émancipe par rapport au comportement des parties. Et on peut faire pareil avec la sociologie, c'est-à-dire on peut imaginer une science du tout qui est détachée, si vous voulez, du comportement des parties. Donc, et en fait, en physique des systèmes complexes, depuis 50 ans, il y a une vraie discussion. En fait, c'est une vieille discussion, puisqu'elle remonte à Aristote. C'est Aristote le premier qui a lancé ce fameux slogan « le tout est plus que la somme des parties ». Mais en physique des systèmes complexes, il y a une vraie interrogation avec un vrai débat philosophique autour de la mécanique quantique, la thermodynamique, les sciences statistiques. Qu'est-ce que c'est que ce tout qui est plus que la somme des parties? Et il y a des vrais débats, et je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait s'inspirer de ces débats, c'est-à-dire que la physique des systèmes complexes a réfléchi là-dessus, a donné des définitions à cela. L'une de ces définitions, c'est ce qu'on appelle l'émergence faible, c'est simplement quand on a un caractère de surprise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez inattendu dans le comportement du tout, qui n'est pas facile à ramener au comportement, si vous voulez, des agents ou des objets qui leur donnent naissance. Et je me suis servi de cela, qui est une leçon, si vous voulez, de la physique des systèmes complexes, pour me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil en sociologie et de trouver des comportements collectifs qui ont de fait un caractère de surprise par rapport au comportement des individus. En ce cas-là, ce sont des individus, des personnes humaines, mais qui leur ont finalement donné naissance. Donc je suis tout à fait réductionniste, mais il y a une forme malgré tout d'holisme qui est simplement la surprise que provoquent certains comportements collectifs. Oui, mais je veux dire, en sciences, de façon générale, ce qui est difficile, c'est pas tellement de descendre, c'est de remonter. Oui, tout à fait. C'est toute la difficulté. Tout à fait. Mais l'informatique vous aide là. Et de passer d'un niveau à l'autre. Exactement. Mais l'informatique est ici un allié très très précieux parce qu'en fait, quand vous visualisez un écran d'ordinateur, vous voyez c'est tout. Vous voyez c'est tout collectif. C'est comme un film. Un écran d'ordinateur, c'est comme un film. Donc vous découvrez ces phénomènes collectifs et vous savez ce qui leur a donné naissance parce que justement, vous avez modélisé le comportement des individus. Donc en fait, ce que l'informatique permet, c'est de réconcilier ces deux niveaux. C'est de voir apparaître le comportement du tout, le film que vous avez créé au départ de la simulation, mais vous êtes aussi maître de la simulation, donc vous avez à la fois les deux niveaux que vous pouvez de fait relier et jouer avec, si vous voulez. Ce qui veut dire que vous êtes maître des conditions que vous imposez au système. Quoi. Exactement. Et c'est ça, au fond, l'aspect explicatif. Exactement. Vous prenez un exemple au début du livre, qui est celui des vols d'oiseaux, par exemple, qui volent en groupe. Finalement, on peut expliquer ça de façon relativement simple, en disant que très peu de critères sont nécessaires pour que ça reste, je veux dire, un vrai comportement collectif. Quoi. Exactement, tout à fait. Il y a plein de comportements. Alors, les insectes sociaux, on les appelle d'ailleurs insectes sociaux, évidemment, ils sont, de manière générale, ils sont beaucoup plus triviaux, si vous voulez, que les individus. Mais les insectes sociaux ont été un élément très déclenchant de la pensée des systèmes complexes, parce qu'on a pensé pendant très longtemps que la complexité, parfois, de certains comportements, on voit des vols d'oiseaux qui ont des formes parfois assez tarabiscotées, qui ont des formes assez étonnantes, c'était lié à quelque chose de très compliqué dans le comportement de chacun des individus ou par un mécanisme de coordination centrale. Et on s'est rendu compte que non, avec des règles très très simples suivies par chaque oiseau de manière individuelle, vous pouviez obtenir ces comportements du tout. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire en sociologie humaine, oui. Vous avez parlé donc de ce fameux complexe qui fait
concept, pardon, presque un beau lapsus, de ce fameux concept d'émergence. Ouais, ça fait parler beaucoup, énormément, et c'est presque un fourre-tout. Oui, tout à fait. Je veux dire que ça remplace certaines visions peut-être plus mystiques ou que sais-je. Exactement. Mais moi, je veux éviter cela. Sur ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Quoi. Je veux éviter cela, vous avez tout à fait raison. Il y a actuellement une mystification de ce concept dans lequel on met un peu justement tous les mystères de la science, on les fait absorber par ce concept d'émergence, donc on retrouve un peu une forme de créationnisme, une forme de vitalisme, aussi le dualisme, c'est-à-dire la conscience serait... Bon. Et là, il y a une volonté de certains scientifiques et de pas mal de philosophes de dire on pourrait imaginer une science de l'émergence qui serait irréconciliable avec le comportement du tout, c'est-à-dire qu'il y aurait une vraie émergence ontologique, c'est-à-dire que le tout serait fondamentalement indépendant par rapport au comportement des parties. Par exemple, il y avait des philosophes du XIXe siècle qui disaient la conscience n'est pas réductible aux propriétés des atomes, de même, aux propriétés de neurones, excusez-moi, de même que la vie ne serait pas réductible au comportement des molécules et allant plus loin, l'eau ne serait pas réductible au comportement des molécules H2O. Alors là, il y a, à mon avis, il faut faire très très attention. Je pense que la démarche scientifique doit être fondamentale. L'émergence forte. L'émergence forte. Alors cette émergence forte, c'est aussi celle qui motive Durkheim, c'est-à-dire que quand vous lisez les écrits de la sociologie de Durkheim, Durkheim imagine qu'il doit y avoir une émergence forte pour que la sociologie ait un statut de science, il faut lui octroyer cette émergence forte. Et la manière aussi dont les défenseurs de l'émergence forte défendent leur bébé, c'est de dire ce système pourrait être à ce point émancipé du comportement des parties qu'il aurait un effet rétroactif, c'est-à-dire que le tout peut agir sur les parties. Donc par exemple, la conscience influerait le comportement des neurones. Par exemple, on en parlera, mais la conscience morale peut modifier le comportement dans ce cas alors. Alors, si vous êtes un émergentiste fort, vous considérez que la conscience morale, c'est quelque chose qui existe comme l'éther, enfin, et qui peut agir sur le comportement de vos neurones. Si vous êtes un émergentiste faible, ce que moi je suis, je considérerais que la conscience morale est une production neuronale. Oui. Mais c'est une pétition de principe. Hein, c'est une pétition de principe. L'émergentisme faible que vous défendez. Sauf que je pense que c'est la seule viable en science. C'est-à-dire que si vous êtes un scientifique et vous voulez le rester, si vous ne voulez pas être exilé dans les territoires du créationnisme, du vitalisme, du mysticisme, du dualisme, je pense que vous êtes obligé d'accepter la thèse du réductionnisme, qui est une des manières de faire progresser en science. Je ne considère pas que, bien sûr, la science existe à différents niveaux. Vous pouvez faire de la sociologie sans vous préoccuper évidemment de psychologie, vous pouvez étudier la chimie sans vous préoccuper de mécanique quantique. N'empêche que vous prenez comme pétition de principe que la chimie doit tout à la mécanique quantique, et que même jusqu'à un certain point, la sociologie doit tout à la mécanique quantique. Sauf que, évidemment, il y a telle complexité que... On n'en est pas encore là. On n'en est pas là, mais c'est quand même une pétition de principe, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de prix Nobel sont obtenus, si vous prenez par exemple le boson de Higgs, qui en est une illustration extraordinaire, c'est quand même une progression vers le réductionnisme. On essaie de comprendre les lois fondamentales, le comportement, et je pense qu'accepter qu'il y ait des comportements indépendants du tout, qui soient irréductibles au niveau des parties, c'est un peu déserté de la communauté scientifique. Alors, peut-être de façon un peu étrange, vous examinez un certain nombre de cas qui permettent d'être modélisés justement par l'informatique, mais le premier que vous abordez, finalement, c'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, et qui est quand même assez largement utilisé en matière économique. Oui, il vient de l'économie, bien que de plus en plus de sociologistes considèrent que c'est une des manières de redonner, de renforcer, si vous voulez, le statut scientifique de la sociologie. Parce qu'en fait, le dilemme du prisonnier, c'est la modélisation de l'interaction sociale. C'est-à-dire quand deux individus interagissent, dès le départ, on pose comme principe qu'ils peuvent se comporter de manière bienveillante, dans l'intérêt de chacun, ou ils peuvent se comporter de manière délétère, justement, pour favoriser son intérêt au détriment de l'autre. Alors, c'est une caricature, mais quand on a bien, si vous voulez, séparer ces deux comportements, à partir de là, on peut voir ce qui se passe, comment éviter, etc., comment modéliser cela. Donc le dilemme du prisonnier, c'est quand même un peu l'atome de l'interaction sociale entre deux individus. C'est une simplification, c'est une caricature, mais je pense qu'elle a un fondement. Oui, mais enfin bon, il faudrait quand même expliquer à quoi il mène ce dilemme du prisonnier. Hein. Je veux dire que quand deux personnes interagissent, soit, vous l'avez rappelé, elles peuvent agir correctement, si je peux dire, ou bien tricher. Bien sûr. Alors, évidemment, on est dans plusieurs cas de figure possibles. Un triche, pas l'autre, les deux trichent, aucun des deux ne triche, etc. Et à chaque fois, les résultats diffèrent. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça un dilemme? Ça, c'est intéressant. On a appelé ça un dilemme parce que, dans certaines situations,
le meilleur comportement pour chacun est de tricher. C'est-à-dire que ça vous rapporte beaucoup plus de tricher. Le problème, on perd moins, peut-être. Oui, c'est ça, on perd moins. On perd moins, en fait. On perd moins en trichant. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est exactement le même raisonnement qu'à votre interlocuteur. Et du coup, vous trichez tous les deux, et c'est un dilemme parce que vous passez à côté d'une option qui était beaucoup plus favorable, qui était de coopérer. Mais vous n'avez pas le choix. En fait, c'est John Nash qui a théorisé ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. C'est-à-dire que c'est la meilleure attitude pour vous, le meilleur comportement à avoir. Ça l'est aussi pour votre partenaire ou interlocuteur, et du coup vous tombez dans une espèce de piège qui est le dilemme du prisonnier, dont il est extrêmement difficile de sortir, parce que c'est ce que dit John Nash, dès le départ, c'est l'option la plus favorable pour chacun, donc dans le cas évidemment où, par exemple, vous prêtez de l'argent, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de ne pas vous le rendre. Évidemment, si vous en pensez pareil, et donc la prochaine fois vous n'allez pas me prêter de l'argent, donc du coup plus personne ne se prête de l'argent, donc le gros problème évidemment, c'est que quand chacun opte pour ce comportement, c'est la situation la pire, ce que d'autres ont appelé d'ailleurs la tragédie des communs, c'est-à-dire que mais c'est malheureusement très très difficile à éviter, parce que très souvent, pas payer ses impôts, pas trier ses déchets, c'est l'option la plus confortable pour chacun. Si elle se généralise, c'est la catastrophe sociale.